j'avais envie de reparler des États-Unis. Comme vous le savez tous, la situation aux États-Unis, point de vue économique, n'est pas très florissante, hein. Nous savons tous qu'ils ont failli une nouvelle fois se retrouver en banqueroute et comme à chaque fois, ben, ça finit toujours par se résoudre au dernier moment. En effet, comme vous l'avez sûrement entendu, fin juin, eh bien, ils ont trouvé un accord pour relever encore le niveau de la dette des États-Unis. Et donc, ça a été accordé et donc le niveau de la dette est donc relevé pour les prochaines années, en tout cas jusqu'aux prochaines élections aux États-Unis. Malgré que l'on a trouvé un accord, eh bien, on peut se rendre compte que dans le monde, eh bien, il y a assez bien de réactions différentes. On rencontre des pays qui achètent encore de la dette américaine. On en voit de ceux qui n'en achètent de moins en moins ou plus du tout. Et il y en a de ceux aussi qui cherchent à s'en débarrasser de plus en plus. Prenons le cas de la Chine. Eh bien, la Chine, eh bien, elle continue à se débarrasser des dettes des États-Unis qu'elle a en sa possession. Si on prend les analyses que l'on peut trouver un peu partout, on se rend compte qu'en 2018, la Chine possédait plus de 800 milliards de dettes américaines et en 2016, eh bien, elle n'en avait déjà plus que 600 milliards et elle a continué à voir ces chiffres diminuer. On peut aussi remarquer que la Chine n'achète plus non plus de dettes des Américains, ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni et du Japon. On peut considérer à l'heure actuelle que la Chine eh bien, possède plus ou moins 15% de la dette américaine. C'est-à-dire qu'elle est revenue au même niveau que le Royaume-Uni et le Japon. En diminuant la quantité de dette américaine, eh bien, ça va avoir deux conséquences. La première, c'est qu'elle va avoir moins de pression. Et deux, eh bien, il va y avoir en contrepartie l'appréciation du yuan qui va évidemment pénaliser les exportations chinoises. Mais ce n'était pas compté sur l'intelligence chinoise qui réagit toujours calmement, lentement et avec discernement. Elle fait cette décélération et sa liquidation des dettes américaines progressivement, lentement, pour éviter justement ces deux types de conséquences qui est d'avoir moins de pression sur les Américains et aussi de voir le yuan s'envoler et voir les exportations en subir toutes les conséquences. Alors, quand on voit ça, eh bien, on se dit, si la Chine réagit de cette manière-là, eh bien, il y a peut-être de quoi se poser des questions et s'interroger aussi sur la situation actuelle. Peut-être que la Chine pressent ou a dans un pressentiment en ce qui concerne l'avenir du monde ou peut-être de ses relations entre elle et les pays américains. Alors j'ai trouvé un article de Kissinger où on l'interroge justement sur la situation et les relations Chine-États-Unis et dans ce petit interview, eh bien, on lui pose la question si on n'est pas proche d'une troisième guerre mondiale. Et M. Kissinger rapproche et fait un parallèle entre ce qui se passe actuellement et les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, avec des relations de force qui sont bouleversées au détriment de l'Occident, à la fois sur le plan stratégique et sur le plan technologique. On sait que jusqu'à la chute du mur de Berlin et même après la chute du mur de Berlin, on a quand même réussi, en tout cas pendant que le mur de Berlin existait, on voyait quand même relativement une situation calme en Europe et à travers le monde. Les deux grandes puissances étaient parvenues à s'entendre et à maintenir un semblant d'équilibre dans le monde. À la suite de la chute du mur de Berlin, on a vu progressivement en Europe des tensions de plus en plus fréquentes. Et maintenant, on voit qu'il n'y a plus rien qui va.
que ce soit dans le monde ou bien ici en Europe, eh bien, on voit de plus en plus de guerres, de problèmes géopolitiques, etc. Et donc, ce n'est plus la paix dans le monde telle que ça régnait du temps de la guerre froide. Et pour Monsieur Kissinger, eh bien, pour lui, il dit qu'il est plus que temps que la Chine et les États-Unis arrivent à s'entendre et trouvent un point d'entente entre eux, car actuellement, eh bien, il existe l'intelligence artificielle et il faut craindre cette intelligence artificielle s'il y a une possibilité de guerre. En effet, les guerres, comme chacun sait, eh bien, les guerres, elles se gagnent ou elles se perdent, mais elles ne se gagnent pas jamais entièrement et elles ne se perdent pas non plus entièrement. Mais il y a toujours une part d'incertitude dans les deux belligérants. En effet, quand on fait la guerre, on est tributaire de la météo, on est tributaire de la géographie du pays, on est tributaire du matériel, des dispositions du matériel, etc., des alliés, hein, etc. Une fois que l'intelligence artificielle sera apparue, et on parle de 5 à 10 ans, eh bien, les guerres ne seront plus jamais les mêmes. Il y aura un gagnant et un perdant, et par conséquent, il serait peut-être bon que la Chine et les États-Unis se mettent autour de la table, discutent une bonne fois et très rapidement dans les 5 à 10 ans. C'est en tout cas ce que parle M. Kissinger, c'est pas moi qui le dis. Pour lui, l'intelligence artificielle n'aura plus aucune limite et plus rien ne sera comme avant. Donc il est temps que les humains se mettent autour de la table. Un deuxième point que Kissinger aborde, c'est les erreurs de l'Europe. Il dit que l'Europe, en agissant de la manière dont elle a agi dans la crise en Ukraine, eh bien, elle a commis une erreur de déstabilisation. Elle a armé l'Ukraine et les États-Unis aussi au passage, en donnant à ce pays, eh bien, le pays le mieux équipé au monde et avec le moins d'expérience en diplomatie euh, et en stratégie. Enfin, on peut aussi se dire que quand il y a des tensions, ce n'est pas seulement des craintes et la direction directe vers la guerre, c'est aussi une possibilité pour que les États eh bien, tirent l'épingle du jeu et arrivent en bon samaritain pour essayer d'amener la paix chez l'un des deux belligérants. Et c'est ce que la Chine a essayé de faire en intervenant diplomatiquement dans la crise en Ukraine et a pu enfin reparler un petit peu également avec les Américains. Donc on espérait le dialogue repartir par l'intermédiaire de cette table ronde. Eh bien, ça a été de très courte durée parce que si vous l'avez entendu récemment, eh bien, il y a eu une cyberattaque par Vol-Typhoon sur la base militaire américaine secrète. Ça a été donc une cyberattaque qui est vraiment sur une zone militaire cruciale sur l'île de Guam et qui a été bien ciblée. Évidemment, les Américains, à tort ou à raison, attaquent évidemment la Chine en disant que c'est eux qui ont provoqué la cyberattaque, ce que les autres contestent bien évidemment. Donc, l'assouplissement et le retour au dialogue autour d'une table, il y a été chose de courte durée. L'autre tendance que l'on voit actuellement, ben, c'est une sorte d'écartement des États-Unis et l'on voit de plus en plus d'États se regrouper entre eux. On peut citer la Russie, la Chine, les pays briques, la Pologne, la Turquie, qui commencent à s'investir dans une politique de dédollarisation en créant une monnaie unique de refuge commercial, une alternative bien évidemment au dollar et qui serait basée sur l'or. C'est une sorte de représailles, de façon de se mettre à l'écart des États-Unis et de leur montrer qu'ils ne sont plus à leur botte et qu'ils ne sont plus solidaires de la politique américaine. Mais quand on parle de dédollarisation, on a l'impression actuellement que c'est quelque chose qui n'a jamais existé, que c'est la première fois. C'est vrai que ces dernières années, nous avons vécu des événements
pour la fois exceptionnelles. On peut citer le cas de la pandémie, etc., des circonstances qui ont été appliquées pendant cette épopée-là, et on a l'habitude de commencer à dire que tout ce que l'on vit, c'est quelque chose d'unique en son genre. Eh bien non, la dédollarisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a déjà existé dans l'histoire et en Europe en plus. Bon, je joue avec le soleil, la pluie, bon voilà, maintenant c'est le soleil qui est de retour, donc voilà. Donc, pour en revenir à la dédollarisation, je vous disais donc que la dédollarisation, c'était quelque chose qui avait déjà existé dans l'histoire. Et oui, ça a existé et en France avec le général de Gaulle. En 1960, le général de Gaulle, eh bien, il veut contrer l'hégémonie américaine et il veut contrer le dollar. À l'époque, la seule façon de contrer les Américains au moment de la guerre froide, c'était en utilisant l'or. L'or calmait immédiatement les ambitions des USA. Il faut se rappeler pour ça d'un accord qui est très célèbre, c'est ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods, qui ont été signés en 1944 et qui avantageaient bien sûr encore les États-Unis, parce que ces accords prévoyaient que c'était seuls les dollars qui pouvaient être convertis en or. Les USA avaient également l'hégémonie sur la planche à billets et étaient les seuls à pouvoir distribuer partout dans le monde des dollars en quantité astronomique. Ça leur permettait ainsi d'asseoir leur pouvoir et leur hégémonie dans le monde. À cette époque-là, les comptes évidemment de la France étaient beaucoup mieux équilibrés que de nos jours, mais l'or était quand même assez faible sur le territoire français et en plus était stocké pour la majorité en dehors des territoires de la France et où vous allez me dire, bien évidemment, aux États-Unis. Alors le général de Gaulle en avait un peu marre de cette hégémonie et en avait un peu marre du dollar et a demandé aux Américains de limiter la production de dollars, ce que les Américains n'ont pas fait. Et du coup, le général de Gaulle, en 1965, a décidé d'utiliser le Bretton Woods, donc les accords, et il a converti ces dollars en or. Il les a convertis sur la base de 35 dollars l'once d'or. Les USA, évidemment, n'ont pas très bien apprécié et on a d'ailleurs appelé à l'époque le général de Gaulle de Goldfinger. Il faut aussi savoir qu'il ne s'est pas contenté de ça. Il a aussi voulu récupérer l'or qui était entreposé dans les coffres aux États-Unis et il avait d'ailleurs évoqué la possibilité d'envoyer des bateaux pour aller rechercher ce fameux or aux États-Unis et c'est ce qu'on a appelé le vide-gousset. Cet épisode n'a jamais eu lieu, tout l'or a finalement été rapatrié dans des avions d'Air France et ramené sur le territoire français. Ce qui fait que De Gaulle a donc augmenté sa quantité d'or et diminué sa quantité de dollars et c'était donc pour la première fois une première dédollarisation. Donc la dédollarisation a déjà existé à l'époque de M. De Gaulle. Voilà pour l'histoire. Et une autre chose que je peux aussi vous dire comme anecdote avant de parler de la dédollarisation du XXIe siècle, c'est que les pays émergents achètent de plus en plus d'or et si on continue sur la même lancée, eh bien en 2050, les pays émergents achèteront beaucoup plus d'or que les pays développés. Ça, c'était pour la petite histoire de la journée. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'on entend par dédollarisation. Alors, comment peut-on définir la dédollarisation? Eh bien, la dédollarisation, c'est un mouvement économique qui vise à réduire l'utilisation du dollar américain dans les transactions commerciales internationales, les réserves de change et également dans les investissements. Petit rappel, le dollar est évidemment la monnaie la plus utilisée dans le monde, que ce soit à titre d'investissement, à titre commercial et également à titre de monnaie de refuge.
Il faut savoir qu'au niveau commercial, eh bien, ça représente à peu près 88% des transactions commerciales dans le monde. Le fait que les États cherchent à diversifier, eh bien, évidemment, ça n'est pas sans conséquence, puisque en cas où il y aurait une chute du dollar, dans ce cas-là, eh bien, il y aurait de l'instabilité sur les marchés financiers, pas seulement américains, mais mondiaux, mais également sur le marché de l'or. Pourquoi veulent-ils aller vers la dédollarisation? Eh bien, tout simplement parce qu'ils veulent retrouver la souveraineté de leur monnaie locale. Deux, ils veulent éviter de dépendre d'une seule devise. On peut également ajouter que parfois, lorsqu'on est commercial, eh bien, parfois, il est plus avantageux aussi de pouvoir utiliser d'autres devises qui vont être plus favorables pour vous que le dollar. Ça arrive, il y a des monnaies qui sont plus rentables lorsque on est amené à les échanger. Donc parfois, le dollar n'est pas la meilleure monnaie qui soit pour vos échanges commerciaux. Alors, on change encore de place, le soleil est de retour. Alors, quels sont les pays qui sont contraints ou qui volontairement ont décidé de passer à la dédollarisation? On va en citer quelques-uns. Ceux qui sont contraints, vous l'avez compris, le premier que tout le monde va penser, c'est la Russie. La Russie n'utilise plus le dollar par obligation et est revenue évidemment alors au rouble et également à la devise nationale chinoise, également de l'Inde. On peut citer comme deuxième État l'Iran, qui se trouve dans la même situation et qui utilise l'euro et le yuan. Le troisième État, c'est la Chine, qui utilise évidemment sa monnaie nationale, le yuan, qui devient évidemment aussi international et qui a un grand concurrent au dollar. Et on peut citer également pour l'Amérique latine le Venezuela, qui utilise en premier l'or et en deuxième monnaie l'euro. Conséquence de tout ça, eh bien, si le dollar devient de moins en moins utilisé, eh bien, il y aura une diminution de l'équilibre économique, une diminution de l'équilibre financier mondial, des répercussions sur les taux de change et aussi une augmentation de demande d'actifs comme par exemple l'or. Les États et les banques n'ont jamais acheté autant d'or qu'à l'heure actuelle. Alors pourquoi nous ne ferions pas de même et suivre leur exemple? Le deuxième point que l'on peut retenir pour l'or, c'est que l'or reste et restera toujours une valeur refuge lorsqu'il y a de la peur, de la crainte face à l'avenir. Eh bien, la demande en or augmente parce que ça reste la seule et unique devise active qui serait encore monnayable et échangeable en cas de disparition du système monétaire financier mondial. Enfin, troisièmement, l'or est également une manière de ne pas se laisser imposer cette fameuse dictate de la monnaie unique commerciale qui est le dollar, qui reste l'hégémonie américaine. Et si vous ne voulez pas faire partie de ce système du dollar américain hégémonique, eh bien, il faut évidemment se tourner vers autre chose. Et l'autre chose, c'est l'or, avec tous ses avantages. Deuxième point que l'on peut retenir, c'est que si vous n'aimez pas le dollar et le système américain et que vous voulez une alternative, eh bien tournez-vous vers des devises alternatives. Il y en a qui sont également fiables et reconnues un peu partout dans le monde. On peut citer le yuan, on peut citer la couronne norvégienne, on peut citer l'euro, on peut citer le dollar canadien. Voilà quelques exemples. Évidemment, dans ce cas, vous devriez toujours vérifier que votre devise est viable, qu'elle est conservable au niveau de sa valeur dans le temps, qu'elle est stable, qu'elle est facilement liquide et acceptée par le plus grand nombre de pays et de personnes. Enfin, on peut également, comme troisième point, retenir, se tourner vers des matières premières ou des matières précieuses autres que l'or. On peut citer l'argent, le palladium, le platine, le rhodium ou des matières premières comme
des échanges de céréales, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors, vous tournez vers des articles échangeables comme des titres ou des actions, etc. Mais ça devient quand même plus difficile à monnayer lorsque l'on sort du cadre des matières précieuses. Enfin, dernier point que l'on peut aussi invoquer, ben, c'est en tant que privé, c'est de se tourner vers des actifs qui sont résistants aux fluctuations monétaires, comme je vous le dis, des actions, des obligations, des titres, etc. Ou aussi des actifs tels que des actifs de collection, etc. Mais pour ça, je n'en dis pas plus, je vous dis juste l'énoncé de ces points. Enfin, que pour te retenir en conclusion, eh bien, c'est que la dédollarisation, le but premier, c'est d'essayer évidemment de contrecarrer l'hégémonie américaine au niveau géopolitique, financier et commercial, que ça n'a pas toujours été facile, mais qu'on a toujours parvenu à maintenir un certain équilibre depuis la guerre froide, même si depuis la situation se dégrade et personne ne peut dire le contraire. Enfin, troisièmement, la dédollarisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a déjà existé par le passé. Je vous renvoie euh, à ce qui a été dit sur la France. Et quatrièmement, si vous voulez contrecarrer ce système hégémonique et être dans le sens de la dédollarisation, eh bien alors il faut vous tourner vers l'or, vers des devises alternatives, vers des actifs alternatifs qui sont résistants aux fluctuations monétaires et vous pouvez également vous tourner vers des matières premières de qualité reconnues dans le monde, mais en faisant attention à ce que ça soit reconnu par les autres personnes et les autres États et également que ce soit stable, que ça soit évidemment rentable et que ça garde une certaine stabilité et une certaine liquidité. Voilà, je vous retrouve la prochaine fois, j'espère avec un sujet un peu plus marrant et un peu plus souple pour les vacances, même si on a parlé de la Chine, de la France, des États-Unis, c'est quand même des pays de vacances, et du dollar, ça fait penser aussi aux vacances, pas seulement aux commerciales, et j'espère la prochaine fois ne plus devoir faire tous les points cardinaux de ma fameuse véranda pour pouvoir vous offrir une vidéo plus ou moins de qualité et avec la meilleure luminosité possible. Allez, je vous dis à bientôt parce que un orage est encore en préparation. À bientôt les amis, à dans 15 jours. Maris Le Cire, juriste, préparateur physique et mental, gérant de la boutique Multiblue Paradise et organisateur d'événements sportifs et professionnels.